Le CONIPRAD, c'est le comité nigérien sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé de la mère et de l'enfant. Après une réunion qui a eu lieu à Dakar, où, sous l'égide de l'OMS, ils ont discuté là-bas donc des mutilations génitales féminines et ils ont demandé à ce qu'au niveau de chaque pays, il y ait un comité qui soit mis en place. Nous avons demandé l'aide de l'UNICEF parce qu'on n'avait aucune idée sur la situation des MJF au Niger. Donc l'UNICEF nous a financé cette étude. Mon engagement a commencé depuis dans les années 90, l'année où il y a eu donc une étude, en tout cas au Niger. Moi je me suis dit vraiment il faudrait que vraiment nous luttions. Mon père, qui est Cheikh Khalid Chipo, fut l'un des premiers religieux, si ce n'est d'ailleurs le premier, à soutenir justement la lutte contre l'excision. Mais j'ai eu aussi une formation dès à bas âge. J'ai compris ce que c'est, toutes ces injustices. Il y a plus de 10 ans que je me suis engagée. Bon, la première fois que j'ai vu une excisée, c'est-à-dire que bon, j'étais dans un dispensaire rural. Donc je faisais les accouchements. Donc je me suis dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est une malformation ou bien vraiment c'est une diablesse qui s'est présentée à moi? La première des choses qu'on fait, c'est prise de contact avec les autorités coutumières, religieuses et les leaders. Et on demande au chef du village de nous réunir la population. Et c'est là la deuxième phase de notre intervention, c'est la sensibilisation. C'est une action qui nous permet de mettre en œuvre
un programme qu'on appelle programme d'éducation à base communautaire. On est en train de donner une éducation à base communautaire dans chaque village. Donc, il y a 2 villages qui vont se rencontrer. Pour amener la population à connaître la situation même du village par rapport à la santé, par rapport à l'économie, par rapport à l'éducation, par rapport à la place de la femme même dans le village. Après, on fait des ciblages. On réunit tantôt des femmes, tantôt des jeunes, scolarisés ou non scolarisés, tantôt des hommes. Dans un premier temps, on fait des sensibilisations sur les pratiques traditionnelles néfastes et les pratiques traditionnelles bénéfiques. On évite de parler dans un premier temps de l'excision. À travers ces multiples sensibilisations, quand on aura leur confiance, alors là, on parle de l'excision. J'étais très petite quand on m'a excisée. Je ne me rappelle pas de la douleur, mais je peux dire que dans ma vie conjugale, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je n'ai jamais ressenti quelque chose et ça va me suivre toute ma vie. Dieu merci, malgré ça, j'ai fait 10 accouchements et un seul est décédé. Pour les autres, je n'ai pas eu de problème, mais je sais que c'est exceptionnel et que les autres femmes ont eu beaucoup de difficultés. J'ai 4 filles, 2 ont été excisées, les autres non, car elles ont refusé. Toutes les filles de mon ethnie sont excisées. Avant, c'était une honte de ne pas l'être. Donc, après la séance les séances de sensibilisation, on a la confiance de la communauté. Là, on fait l'identification des exciseuses. C'est vrai, je suis une ancienne exciseuse. Avant, moi-même, qui suis excisée, j'avais eu des difficultés, mais je ne savais pas à quoi c'était dû. Je n'avais jamais eu de sensibilisation sur les dangers de l'excision. C'est quand Connie Pratt est venue que j'ai commencé à regretter d'avoir été exciseuse. On a hérité l'excision de nos parents et de nos ancêtres. Moi, j'ai commencé à apprendre le métier d'exciseuse avec ma maman. Et quand elle est décédée, c'est moi qui ai pris la relève. J'ai commencé à 7 ans avec ma grand-mère et ma mère. Ça se transmet de mère en fille. Donc moi, déjà, à l'âge de 30 ans, j'étais une exciseuse. Faire l'excision, ça s'apprend pendant une longue période, car c'est une pratique très dangereuse. C'est ma mère qui m'a appris à exciser. J'avais 20 ans quand j'ai vraiment commencé ce métier. Je n'avais rien d'autre à faire que ça. Je le faisais par ignorance, car on n'était même pas très bien payé. On touchait environ 100 francs CFA. Des fois même, on nous donnait juste du miel. Donc, après l'identification, on fait la formation de ces exciseuses-là. Après cette formation, on demande à ces exciseuses et aux femmes au niveau des villages de mettre en place un groupement féminin. On fait maintenant la formation à ce groupement-là. La formation en AGR, activité génératrice de revenus, la formation en vie associative, la formation en droits humains. C'est un jardin des femmes de Gabokura. Les femmes ici excisées, oui, les exciseuses, les femmes excisées, et puis le groupement féminin quoi, de Gabokura. C'est par rapport aux AGR qu'on les a fournis. C'est en ce moment-là qu'elles ont eu une initiative de faire un jardin pour les AGR quoi. Je dis vraiment merci à Connie Pratt qui nous a sensibilisés pour nous dire les dangers de l'excision. Et ils nous ont offert un nouveau métier. Après la formation,
on organise maintenant une cérémonie officielle d'abandon de cette pratique par la communauté. J'ai été très fière le jour où j'ai déposé les couteaux. C'était un soulagement car je ne faisais plus de mal aux enfants. Et puis comme c'est interdit maintenant, je n'ai fait qu'obéir. Le chef de village nous a convoqués un jour pour nous parler des conséquences de l'excision. Grâce à ses conseils, toutes les exciseuses ont arrêté. Elles ont eu peur aussi quand elles ont appris qu'il y avait une loi. Maintenant, on espère toutes que plus personne ne le fera et que l'excision, c'est fini à jamais. Donc immédiatement après cette cérémonie, on fait l'octroi du microcrédit. On va procéder à la remise de la deuxième phase de microcrédit au groupement féminin de Kirkisei. Il y a 10 exciseuses plus les 30 autres femmes. Bon, souvent c'est le petit commerce. Le petit commerce, il y a l'embauche bovine et l'embauche ovine. C'est les trois activités principales. Les 40 femmes là, on leur donne 2 millions, 50 000 francs par femme. Et les 50 000 francs là, elles font leur petit commerce. Après 8 mois, ou bien 9 mois, on revient, on récupère cet argent. Quand on la récupère, on replace ça à d'autres groupements dont elles sont formées. Parce que les microcrédits là, ça ne quitte pas leur village. Je fais maintenant du commerce. J'achète des légumes et je les revends. Je fais les marchés ou alors je vends devant chez moi. Cet octroi de microcrédit, on fait une autre formation à l'endroit des brigades de vigilance. S'ils apprennent qu'il y a un cas de récidive, c'est eux qui viennent nous informer. On prend un leader du village, que ce soit le chef de village ou un leader religieux, avec un jeune et une leader femme. En tant que membre de la brigade de vigilance, mon rôle, c'est de sensibiliser et d'être présente à chaque manifestation du village pour savoir si les gens en profitent pour faire l'excision. Chez nous, ici au Niger, d'habitude le soir, quand les jeunes vont à l'école ou bien au service, ils se retrouvent autour du thé. C'est ce qu'on appelle le fada. Donc l'objectif, c'est de toucher ces jeunes pour échanger avec eux, histoire d'avoir une idée de leur niveau de compréhension sur les mutilations génitales féminines. L'ONG Coniprat a initié depuis un certain temps des rencontres périodiques avec des fadas de Niamey, dont Gabougoura. Donc on est ici dans ce quartier pour échanger avec les leaders de fada ici présents. Donc sans tarder, nous allons commencer notre sensibilisation. Après notre formation suivie par l'ONG Coniprat, on a pris de notre côté un engagement pour sensibiliser les FADA qui n'ont pas été sensibilisés. Et puis vraiment avec leur sensibilisation, j'ai beaucoup appris. C'est à travers la sensibilisation de jeunes et puis même de la population entière. Oui, les gens, toutes les femmes qui pratiquent ça, mais vraiment maintenant avec la sensibilisation, elles ont tous les systèmes de vie. Donc moi, le message que je voudrais passer au village voisin et même les pays où on pratique l'exécution, moi, vraiment c'est quelque chose qu'on devrait s'unir pour lutter contre ça. Il faut vraiment penser que vraiment la jeune fille vraiment a droit à l'éducation et puis à la santé. On vient sur la table, on discute du tout et du rien. On profite de l'occasion pour glisser un peu sur l'excision. La vie de travail avec Coniprat était partie de 2001. En ce temps-là, j'étais élève.
Quand ils étaient venus, ils nous ont projeté vraiment le film sur la Dupéry, qui nous avait beaucoup attristés. La façon dont on est en train d'exciser la fille, en tant que les premiers jeunes que Koniprat a encadrés et formés sur la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes. Je suis fier. Les actions, elles sont importantes, elles sont multiples. Le plaidoyer, il est important auprès des hommes politiques, auprès des leaders. Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2012. Nous commémorons la 9e édition de la Journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines d'ici 2015. Et ce matin a lieu la première activité. C'est une activité portant sur une rencontre que nous organisons à l'intention des ministres et des parlementaires pour faire un plaidoyer auprès de ces personnalités, pour les informer sur ce que c'est que la mutilation génitale féminine, ses conséquences et le processus de la résolution, l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution interdisant au plan mondial la pratique de la mutilation génitale féminine. Parmi ces personnalités, évidemment, il y aura les membres du gouvernement et la cérémonie sera présidée par Madame la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Il y aura toutes les femmes parlementaires en activité. Il y aura toutes les femmes ministres qui ont eu à exercer cette fonction, toutes les femmes parlementaires qui ont eu à exercer cette fonction et d'autres personnalités également, de même que les partenaires techniques et financiers qui appuient le Koniprat. À la fin de cette journée, nous attendons que toutes ces personnes soient suffisamment imprégnées de ce que c'est que les mutilations génitales féminines et la situation au Niger et qu'elles s'engagent vraiment pour un combat au plan national, c'est-à-dire au Niger, et qu'elles s'engagent également pour que ce projet de résolution aboutisse d'ici 2012. Il est important que le gouvernement également adhère au combat que nous menons. Et au Niger, je pense qu'il n'y a pas de problème dans ce sens. Le gouvernement nigérien, depuis des années, qui a contribué à la création de ce comité, est également partant pour ça. La loi nigérienne, elle a son importance en ce sens que le fait qu'il y ait cette loi nous a permis, si vous voulez, d'avoir une force pour convaincre les gens. Certes, pour un changement de comportement, il ne faut pas nécessairement brandir la loi. Il faut faire comprendre aux gens l'importance d'un changement de comportement par rapport à un méfait quelconque. Mais le fait qu'il y ait une loi peut dissuader quelqu'un qui n'est pas tellement convaincu. Donc le gouvernement du Niger s'est engagé et ça se justifie par le fait qu'il existe une loi. S'il n'y avait pas une volonté politique, nous n'aurions pas de loi dans ce domaine-là. Ce qui pose problème, vous allez me poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de problème, c'est parfois l'application de la loi. Et elle est parfois très lente quand vous avez affaire à la justice. En tout cas, tout ce qui touche aux questions des droits de l'homme, je sais qu'on peut trouver au niveau du Parlement actuel des membres, des militants, des combattants qui font cette promotion. Nous avons l'UNFPA, nous avons la coopération suisse, nous avons également Anima Sutura, des ONG qui sont basées au Niger. Nous avons travaillé avec l'OMS. Donc nous avons plusieurs partenaires au Niger et comme à l'extérieur. Nous avons un partenariat depuis de longues années avec l'UNICEF qui tous les ans finance pour nous beaucoup d'activités sur le terrain. Le Koniprat est un des 28 membres, voire 29 membres du comité interafricain. C'est vraiment la structure faîtière, si vous voulez, de la lutte contre les mutilations génitales féminines, dans la mesure où le CIF est visible au plan international et avec lui tous les comités nationaux dont le Koniprat. Je pense que la politique est définie avec et par le CIF et les comités nationaux. Cette situation ne sera pas spécifique à l'Afrique, dans notre continent.
s'il y a des situations similaires, qu'il y ait une mobilisation mondiale contre ces formes de pratiques. Cela n'est plus de notre ère, cela n'est plus de notre monde. Donc il y a une chute vraiment très très importante de cette prévalence des mutilations génitales féminines au Niger. Ce n'est pas le résultat d'une seule personne, c'est le résultat d'un effort commun de toutes les structures. Parce que tant que collectivement la population, la communauté n'a pas pris conscience, on ne peut pas éradiquer cette pratique-là. Je demande à toutes les femmes de ne pas exciser leurs filles. Les conséquences sont trop lourdes pour les femmes. Aujourd'hui, toutes les filles de moins de 10 ans ne sont plus excisées dans notre village. Et ça, c'est grâce à l'information qu'on a reçue. Moi, je souhaite que même au niveau mondial, cette pratique-là soit éradiquée.